Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo. Pour rappel, l'objectif de cette série de vidéos est de vous présenter les grandes étapes de l'évolution de première urgence internationale, les replacer dans le contexte historique de l'humanitaire, les principales crises humanitaires et puis les tournants majeurs qui ont impacté le système dans son ensemble. Alors, attardons-nous sur la décennie des années 90 avec la naissance de première urgence. Et pour commencer, on va se remettre quelques éléments de contexte puisque début des années 90 sont marqués par la chute de l'Union soviétique. Voyons cette courte vidéo. Le 25 décembre 1991, le monde assiste en direct à la démission du président soviétique, Mikhail Gorbatchev. Je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Près de 70 ans après sa création, l'URSS s'effondre à la stupéfaction générale. Voilà, donc c'est en août 91 que, après un putsch raté mené par des conservateurs, que Boris Yeltsin, président de la Russie, décrète la dissolution de l'URSS. S'ensuivent dans cette période compliquée des déclarations de 15 autres républiques de l'ex-URSS qui déclarent l'une après l'autre leur indépendance. Évidemment, on se rappelle dans les images forte la chute du mur de Berlin. On assiste également à l'effondrement en cascade de régimes communistes, l'ouverture du rideau de fer à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, la révolution de velours en Tchécoslovaquie, l'exécution de Ceausescu en Roumanie, et plus proche, la dislocation de la Yougoslavie dans le début des années 90. Dans cette période de révolte généralisée, il y a beaucoup de conflits qui éclatent, et à chaque fois, évidemment, de nombreuses victimes civiles et des mouvements de population. C'est donc avec l'éclatement de la Yougoslavie cette guerre va commencer, va plus particulièrement toucher la ville de Sarajevo, qui sera l'objet de conflits importants, et notamment d'un siège mené autour de la ville qui va faire que les populations n'aient plus accès à rien, plus de produits de première nécessité. Le conflit va être assez violent dans la ville, et c'est là qu'on va voir la naissance de première urgence. À la base, un groupe d'amis qui se mobilisent dans le but d'organiser un premier convoi de ravitaillement pour des populations donc assiégées dans la ville. Et puis, rapidement, l'ampleur des dons reçus va amener ce groupe d'amis à créer provisoirement une association composée de bénévoles et exclusivement tournée vers l'urgence. Cette association va donc s'appeler Première Urgence. Regardons cette vidéo de l'époque. Bonsoir. Ce soir, nous avons besoin de vous. Exceptionnellement, M6 a décidé de relayer une initiative humanitaire, l'initiative d'une association de bénévoles, son nom, Première Urgence. On était dans la cour de l'immeuble quand la bombe a explosé. Ça fait des mois qu'on n'est pas sorti de cette cave. Nous vivons dans l'humidité, sans électricité. Voilà, scène de la vie quotidienne, un jour comme les autres, à Dobrinja, des quartiers de Sarajevo. Alors notre propos ce soir n'est pas de savoir comment on va régler ce conflit, ni de faire de la solidarité spectacle, mais tout simplement de savoir comment ces gens vont pouvoir passer l'hiver. Thierry Morisset, Christophe Ancelet, vous êtes tous les deux membres de cette association Première Urgence. Expliquez-nous précisément comment et en quoi consiste cette opération. Ça fait maintenant 4 mois qu'on envoie des camions avec des biens de première nécessité sur palette, avec de la nourriture, des médicaments, du consommable hospitalier, de l'hygiène aussi.
Et pour faire passer les fêtes d'une façon un peu plus agréable à tous ces gens, nous allons essayer d'envoyer là-bas des colis avec à l'intérieur du savon, du chocolat, de la sauce tomate, des choses qui viennent en parallèle de notre action. C'est ça, ce sont des produits de première nécessité que l'on trouve à portée de main chez soi, dans sa cuisine. Il suffit de faire le geste et d'avoir cette pensée, c'est cela? Et nous disposons de 10 remorques de 22 tonnes, une capacité de 220 tonnes pour charger tous ces colis et les amener là-bas. Alors voilà donc ce concept un petit peu nouveau d'aide humanitaire, consistant à envoyer des colis de produits de première nécessité, va très bien fonctionner. Il va y avoir une médiatisation importante, un partenariat avec donc la chaîne M6 qu'on vient de voir, qui va relayer l'avancée des équipes, relayer l'avancée des opérations. Et il y avait aussi un lien assez fort avec les personnes qui donnaient les produits. Chaque famille était invitée à envoyer des colis d'aide. Donc évidemment, ça crée un lien entre les donateurs et les personnes qui reçoivent cette aide. À charge à première urgence, évidemment, de les acheminer à bon port. Pour ça, assez rapidement, ça va bien fonctionner. Les équipes vont parvenir à Sarajevo à chaque fois, alors, avec pas mal de complications, on peut l'imaginer, mais le relais médiatique très fort va faire que les opérations vont grossir très très vite. Voyons une seconde vidéo qui nous présente quelques mois plus tard l'évolution de l'ampleur que prennent ces activités. Un colis pour chaque habitant de Sarajevo, c'est le nom de l'opération déclenchée par Première Urgence, une association humanitaire internationale. Le convoi est parti cet après-midi de l'esplanade du Trocadéro à Paris. Il est composé de 13 camions et de plusieurs voitures. Dans ces véhicules, les 13 000 premiers colis de cette opération humanitaire. Voilà, donc on voit les colis, les convois avec beaucoup de visibilité. Ça fonctionne très bien. On a des personnalités. Ici, on voit dans un défilé Yves Saint-Laurent, à nouveau les représentants de Première Urgence qui parlent et qui vont réussir à faire des collectes. Donc ça va bien marcher. On va dire un surcroît malheureux de notoriété sera aussi obtenu par Première Urgence lors des affaires des otages de Sarajevo, le 9 avril 1994. Alors c'est une opération, je dirais, de piégeage des miliciens serbes qui vont feindre une fouille et qui débarquent dans le cadre d'une fouille de camions de première urgence, des caisses de munitions, un pistolet, voilà, tout ça dans une mise en scène très forte et sous l'œil d'équipes de télévision nationales qui étaient là, évidemment bien organisées. Et donc l'ensemble des équipes, 11 hommes et femmes, volontaires d'association, vont être arrêtés et incarcérés dans le quartier général de l'armée des Serbes de Bosnie. Évidemment, il y aura un grand relais médiatique en France et ailleurs. Et donc, alors suite à pas mal de négociations, les otages seront libérés. Voilà, là on voit une couverture de libération de l'époque. Après 40 jours de détention et de nombreuses tractations entre les autorités serbes et françaises, ils seront libérés. Voilà. Alors, on passe à la période suivante. Alors, un dernier mot. Ici, on voit sur cette image le drapeau, le logo de ECHO. Il faut voir que cette période coïncide aussi à la création du Bureau humanitaire européen, qui n'existait pas avant, qui, sur la crise de l'ex-Yougoslavie, mais également celle en Afrique avec le terrible génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, les besoins vont être considérables et l'Union européenne va se doter de cet instrument qui permet, avec une grande flexibilité, de dégager des fonds humanitaires très importants et d'opérer à travers les Nations Unies ou les ONG et d'opérer sur le terrain et de mener des actions humanitaires. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi, dans ces années 90, c'est ça qui va permettre à certaines ONG
donc première urgence, de se structurer. On passe avec le milieu des années 90, donc 96-97, et là, autour d'un autre conflit, en 96 et le contexte irakien, on se rappelle de l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein et l'opération militaire américaine Bouclier du désert, qui est la première guerre du Golfe et qui voit les forces irakiennes se retirer du Koweït et l'Irak être sous l'effet d'un embargo commercial, financier, militaire très important. Ça représente aussi pour le multilatéralisme onusien une victoire, c'est la première grande victoire, et ça change aussi, ça représente un changement majeur dans les relations internationales suite de la chute de l'URSS, un grand changement depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, regardons cette vidéo d'un autre contexte d'intervention où Première Urgence s'établit. Un chômage généralisé, une ville privée d'électricité jusqu'à la nuit tombée, Bassora est une poubelle à ciel ouvert, sans réseau d'égout ou station d'épuration. La situation sanitaire y est alarmante. Les enfants sont les premières victimes. Selon l'UNICEF, la mortalité infantile a été multipliée par 3 depuis le début de l'embargo. Comme à Bucarest ou Saint-Pétersbourg, un phénomène d'enfants des rues apparaît. Près de 50% des enfants ne vont plus à l'école. En 10 ans, l'Irak a tout perdu. Le pays était pourtant prospère, son niveau de vie proche de celui des pays européens. Un lent retour à l'âge de pierre, comme l'avait promis George Bush au lendemain de la guerre du Golfe. Pour Saddam Hussein, l'embargo est un bon prétexte pour tenir d'une main de fer le pays. Depuis 1995, la résolution 986 des Nations Unies instaure un échange pétrole contre nourriture. Bagdad est autorisé à vendre son or noir en échange de denrées alimentaires et de médicaments. Le système est pervers. Certes, l'Irak n'a plus à craindre la famine, mais l'échange n'évite pas la lente mise en ruine des structures du pays. Dans le quartier de Saddam City à Bagdad, l'association française Première Urgence tente de remettre en état l'hôpital. L'embargo interdit l'importation de pièces détachées. Les chaudières ne peuvent être réparées. C'est un brûleur qui a tourné sans eau, et donc évidemment avec les vapeurs, la machine a cassé, et personne ne peut réparer. Donc là, à ce moment-là, on retombe dans le problème d'alimentation en pièces détachées, etc. Alors, on comprend que pour Première Urgence, avec ces opérations, c'est l'élargissement du spectre d'activité, de la distribution de produits de première nécessité dans les Balkans. On passe à de la réhabilitation, de la reconstruction d'hôpitaux, de dispensaires, de structures sanitaires, du point de vue général, de distribution d'équipements paramédicaux également. Mais c'est aussi avec l'ouverture de la mission Liban en 96, c'est une nouvelle zone d'implantation, le Proche-Orient. Première Urgence sort donc strictement des Balkans et s'étend dans une nouvelle zone dans laquelle elle s'implantera durablement. L'Irak est aussi un nouveau contexte pour Première Urgence, c'est un pays sous embargo. On va voir que dans ce contexte d'effondrement économique et de populations qui sont victimes des conséquences collatérales de cet effondrement, l'association va faire un plaidoyer. Là, on voit un communiqué de presse qui date de cette époque, enfin de toute fin des années 90. Pour l'association, c'est une spécificité affichée, on communique sur ce type de contexte, les embargos, les sanctions économiques qui essoufflent, qui étouffent un pays, mais surtout dont les premières victimes sont les populations les plus à risque. Voilà, on a enfin dans l'extension géographique, on va voir également l'extension dans le Caucase, en Abkhazie notamment, avec également un autre type de projet de réhabilitation. Regardons cette vidéo. En 1995, Première Urgence ouvre une mission en Abkhazie, région de la République de Géorgie qui a gagné son indépendance en s'alliant à la Russie dans un conflit violent entre 92 et 93 qui aura fait des dizaines de milliers de morts et près de 300 000 réfugiés géorgiens.
À la sortie du conflit, la République autoproclamée d'Abkhazie, autrefois région riche et très développée du RSS, est en grande partie détruite et économiquement à l'arrêt complet. C'est dans ce contexte d'après-guerre où les Abkhazes n'ont plus les ressources pour reconstruire leur nouveau pays. Une large partie de la population vit dans les ruines des anciennes constructions soviétiques, abîmées par la guerre et sans possibilité de reconstruction. On voit ici dans des appartements que ces immeubles collectifs très dégradés, très abîmés, laissent passer des infiltrations d'eau qui vont souvent du 7e au 1er étage et qui vont dégrader tout. Et les personnes qui sont souvent aussi les plus vulnérables restent dans des habitations totalement insalubres. Et c'est dans ce contexte donc que Première Urgence décide d'intervenir. Première Urgence lance donc ses activités pour effectuer des réfections temporaires et ainsi mettre à l'abri les plus démunis. C'est notamment la reconstruction de toits dans les anciennes habitations collectives. Les artisans locaux sont employés afin de participer à la relance économique de la région. On voit ici donc les artisans locaux qui reconstruisent ces toits au-dessus de ces grandes constructions pour mettre à l'abri et maintenir un grand nombre d'habitations au sec et à l'abri. Voilà, donc on a vu l'extension des activités de distribution sur la reconstruction, réhabilitation de structures. Passons enfin sur la troisième partie avec la fin des années 90 et notamment le retour dans les Balkans avec la guerre au Kosovo. On est donc en 99 avec la dernière des guerres d'ex-Yougoslavie, la guerre du Kosovo, qui oppose les forces yougoslaves pro-serbes et l'armée de libération du Kosovo pro-albanais. Le Kosovo est une province qui est composée à 90% de communautés albanophones. Et depuis la fin des années 90, les populations, en tout cas les autorités serbes de l'ex-Yougoslavie mènent des campagnes de violence contre cette population, détention arbitraire, torture, viols systématiques, etc. C'est dans ce contexte d'augmentation des violences qu'une opération internationale est lancée en mars 99, sans le feu vert de l'ONU. C'est quelque chose qui est très important à noter, parce que ça marquera une nouvelle période qui commencera dans les années 2000. Donc sans le feu vert de l'ONU, c'est l'intervention de l'OTAN qui est justifiée parce qu'elle nommera une guerre humanitaire et des raids aériens, des bombardements importants contre les complexes militaires serbes. Les forces serbes vont donc se dérouler dans ce contexte de, entre guillemets, là encore, de guerre humanitaire. C'est de mars à juin 99, pendant ces conflits, on a 600 000 Albanais du Kosovo qui vont franchir la frontière albanaise et se retrouver également au Monténégro et en Macédoine pour fuir les bombardements et les exactions. Ici, on voit cette thématique des guerres humanitaires qui sera la rhétorique dans les prochains conflits du début des années 2000 et qui sera réutilisée par les belligérants pour leur propre propagande. On va voir tout de suite une vidéo, si on revient sur Première Urgence, du début de l'année 99, avec les opérations qui s'étendaient, qui se sont étendues, puisque Première Urgence était déjà présente en Albanie, et qui se sont étendues pour servir et accueillir les réfugiés. Voilà, regardons cette vidéo.
Elle est présente en Irak, en Géorgie ou encore au Niger. Elle est également sur le terrain en Albanie depuis 1997. Malgré l'infrastructure mise en place depuis 2 ans, l'organisation ne s'attendait pas à un tel afflux de réfugiés, a envoyé spécial David Gormezzano. Ici au début, les premiers jours, il y avait environ 200 personnes. Maintenant, ils sont 700 dans ce camp. Donc ça, c'est le côté un petit peu afflux. Le deuxième côté, c'est qu'il y a une aide humanitaire qui s'est organisée. Plusieurs ONG sont présentes ici. On couvre le médical, la nourriture est couverte, les fenêtres ont été fermées, enfin un peu d'isolation a été apportée pour avoir un abri le plus sec possible, même s'il reste encore du travail à faire. Il y a des latrines qui sont en construction, donc on peut dire que d'un point de vue humanitaire de base, les besoins commencent à être couverts, même si ça reste tout à fait précaire. D'après les derniers comptages du HCR, près de 450 000 réfugiés du Kosovo sont arrivés en Albanie. Peu à peu, on les installe dans du dur et pour longtemps. Première urgence a entrepris de réhabiliter d'autres sites en dur pour héberger les réfugiés. Erwan et Jean ont presque bouclé leur dossier pour que 3 anciennes étables près de l'aéroport hébergent 500 réfugiés. Ce sont des entrepreneurs albanais qui se chargeront des travaux. Le propriétaire albanais du terrain le cède gratuitement et en bénéficiera une fois que les réfugiés seront rentrés chez eux. Voilà, donc on constate que Première Urgence continue de développer ses activités. On parlait de la réhabilitation de camps de réfugiés, mais également de l'eau et l'assainissement, la gestion de camps, et ça c'est quelque chose qui restera jusqu'à aujourd'hui, l'eau et la distribution alimentaire évidemment, et la prise en charge de soins minimum. Voilà, donc le 15 juin, un accord de cessez-le-feu est signé entre l'OTAN et la Yougoslavie, et les Albanais reviennent dans leur région d'origine, au Kosovo, et dès le 17 juin, le Première Urgence lance une mission d'exploration sur le Kosovo et ouvre une mission à Mitrovica dans un contexte, donc on a bien compris, d'extrême urgence. On est juste dans les heures qui suivent le cessez-le-feu, et la première équipe commence très rapidement des distributions de produits alimentaires, produits d'hygiène, matériel médical, voilà, plus de 150 tonnes dès les premiers jours qui seront ainsi distribués. Alors, évidemment, juste au passage, cette victoire de l'OTAN, entre guillemets, donc, face à la Serbie, va marquer profondément la Russie et ses alliés, démontrant qu'une action militaire menée par une coalition occidentale pouvait agir sans avoir l'approbation des Nations Unies, et on verra que tout ça aura des conséquences dans les conflits des années 2000 et surtout des années 2010. Voilà. Alors, dernière image, on voit ici le pont de Mitrovica. Donc Mitrovica, base d'activité principale de Première Urgence au Kosovo, qui séparait des communautés albanophones au sud, de populations serbes au nord. Première Urgence fait le choix de travailler des deux côtés afin de soutenir les deux populations, malgré la haine extrême entre ces deux communautés à l'issue de la guerre. On peut imaginer, il y a eu des atrocités qui ont été commises d'abord par les Serbes envers les Albanais, mais également ensuite par les Albanais contre des poches de communautés serbes. Et donc ce choix-là, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il caractérise l'impartialité que l'association s'est toujours engagée à respecter. Ça fait vraiment partie des valeurs de l'association, essayer, quels que soient les camps, de desservir les populations les plus vulnérables, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, leur religion, mais également les camps auxquels ils ont pu être rattachés pendant des moments de conflit. Voilà, on termine avec donc cette dernière image, et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, les années 2000 à 2010, et notamment le développement et la professionnalisation de l'association. Merci à vous.